quand tu fais les choses par amour, il y a une phrase dans le coaching qui me plaisait énormément, c'est « Et là, maintenant, sur ta question, si l'amour était une personne, qu'est-ce qu'elle dirait ?» Et ça, c'est toujours à cet endroit-là que tu as ta bonne réponse, parce que c'est celle qui t'amène le plus possible au cœur de ta personnalité, de ton identité. Et que dire des personnes qui ne peuvent pas répondre à cette question ? Merci d'être avec nous et merci de commenter, de partager et de nous dire évidemment ce que vous pensez de ces productions, de ces émissions et de ces thématiques si inspirantes que l'on vous propose régulièrement, et des commentaires bienveillants comme toujours. Surtout que nous allons aborder un sujet intéressant, et alors vous allez me dire, oh, sans doute un sujet anxiogène quand on parle d'entreprise, quand on parle de business, quand on parle de tout ça, mais comment aborder ce sujet sur ABC Talk TV? Vous allez voir que c'est pas du tout ça. Il s'appelle Emmanuel Franz Mercadal et je suis tellement content de le recevoir. Salut Emmanuel. Merci, Oh, salut à toi. Je remarque une chose et je demande à Mo qui réalise l'émission de bien vouloir mettre l'image en gros plan qui est voilà ici. Regardez bien la tête d'Emmanuel et maintenant cadre sur Emmanuel. Il y a un changement. Les bacchantes ont légèrement évolué. C'est vrai, c'est vrai. Ça finit par pousser un jour. Et oui, et c'est stylé. Non, et je trouve que ça fait maintenant partie de ta personnalité. Complètement, complètement. C'est voulu. Ça a été fortuit. Je suis tombé dans Peaky Blinders il y a quelques temps de cela, et depuis, c'est vrai que j'essaie d'adopter un style un peu à moi, quoi. Voilà, et ben c'est réussi. Bravo, et merci d'être là. Alors, j'ai commencé par dire, oh là là, le monde de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat, le business, le coaching, le mentorat, tous ces sujets-là, on va le dire très clairement, sont des sujets assez anxiogènes. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous suivent. Si tu ne parles pas de spiritualité ou de 4e, 5e degré, il y a une petite réticence. Eh ben, j'ai pas dit que je t'en parlerais pas. Alors, comment te définis-tu? Oula, quelle question. Qui es-tu? On parle souvent dans nos métiers de coaching, etc., on parle souvent de la mission de vie, et puis parfois on oublie que c'est important déjà de s'occuper de nous et de connaître notre propre mission de vie. Et c'est vrai que dans tout mon parcours, il y a une constante, c'est d'essayer d'aider l'humain à se sentir mieux. L'être humain, parce que j'évite de dire homme-femme maintenant, parce que Oui. tu le vois dans mon parcours, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de dégenrer la problématique d'aide à l'autre. Et ça a été le cas au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé en tant qu'ostéopathe. Après, j'ai pu approfondir des études de psychothérapie en individuel, couple et sexothérapie. Et puis, pour finir par un métier passionnant qui est le coaching. Alors, je parle peu de coaching, en vrai, je parle souvent de mentoring, mais ça reste au départ cette idée de pouvoir aider l'autre à activer tous les leviers possibles et imaginables pour se sentir bien et pour se sentir accompli et dans le sens complet du terme. Et c'est pour ça qu'il y a ces 3 éléments, la tête, le corps et le cœur, qui sont vraiment la colonne vertébrale, c'est le cas de le dire, de mon chemin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on invite quelqu'un sur ABC, il y a toujours ce qu'on appelle une fiche de prod, où on demande des renseignements sur le parcours de vie. Tout le monde nous dit que c'est compliqué à remplir. C'est long, hein. C'est compliqué. Bah oui, parce qu'il faut se mettre à nu complètement, et de manière écrite et formelle. Et puis il y a personne qui te le rédige. Tu es vraiment obligé de. Oh, c'est un vrai bel exercice. Je te remercie parce que ça m'a pris une bonne heure. Hein. C'est un exercice, mais c'est évidemment essentiel. Et alors donc, donc il y a marqué chez toi, te concernant, mentor de dirigeants, ostéopathe, psychopraticien en psychosomatique, auteur, conférencier. On parlera de ton livre évidemment. Quelle est la carte de visite, en tout cas, celle qui te correspond le plus? Ben, c'est tout ça. En fait, si tu veux, on passe notre temps à vouloir tout le temps simplifier les choses à l'extrême, alors qu'en réalité, moi, ce qui me passionne, c'est la complexité. La complexité des gens, la complexité de la vie, avec ses aléas, avec ses points positifs, points négatifs, et je ne rejette rien de tout cela. Donc, je suis tout ça et bien d'autres choses, sans doute, que j'ai pas encore découvert. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec le recul que tu as, l'expérience que tu as, tu aimes autant les gens? Je crois je n'ai pas d'autre raison de vivre que l'amour. Waouh. Et comment... Alors oui, il y en a qui sont plutôt dans l'amour, par exemple, envers les animaux. C'est quelque chose que je respecte. Ma sensibilité est un peu là, mais vraiment, les êtres humains me passionnent. Je peux pas te dire mieux. C'est
toujours une découverte. Chaque personne, c'est toujours une belle rencontre. Il y a que les rencontres qui font le sel de la vie, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment ça qui me drive depuis le début. Mais quand tu parles d'amour, parce que tu en as manqué? Ah non, non, je pense pas. Je pense que j'en ai eu, mais je crois qu'on en a jamais assez. Je veux dire, je crois que c'est le moteur le plus puissant au monde. On parle souvent, tu vois souvent les gens dans les coachings, etc., qui vont aller travailler sur des notions d'ego pour se servir de moteur, pour passer à l'action, etc. C'est intéressant, c'est un mécanisme intéressant, mais qui est pas durable. L'amour, par contre, c'est durable. Quand tu fais les choses par amour, il y a une phrase dans le coaching qui me plaisait énormément, c'est « Et là, maintenant, sur ta question, si l'amour était une personne, qu'est-ce qu'elle dirait ?» Et ça, c'est toujours à cet endroit-là que tu as ta bonne réponse, parce que c'est celle qui t'amène le plus possible au cœur de ta personnalité, de ton identité. Et que dire des personnes qui ne peuvent pas répondre à cette question? Eh ben, qu'ils ont besoin d'aller chercher cet amour, d'aller développer. Quand on parle du développement personnel, même si ni toi ni moi on aime cette expression, on va dire le développement de l'être. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup véhiculé sur ABC Talk. Donc c'est vraiment ça qui va être le driver de l'amour. Ça va être le driver de toute notre démarche de vie. Et donc dans l'histoire de l'accomplissement, c'est-à-dire de devenir un être complet, on doit se relier. Je pense l'amour est ce qui relie le cœur, le corps et la tête le mieux. Et est-ce qu'aujourd'hui, cet amour, tu le cherches encore? Ou tu l'as suffisamment intégré dans l'être-té que tu es, pour ne pas avoir nécessairement à le chercher, le demander Il y a une phrase, il faut que j'arrive à m'en souvenir. C'est l'amour, c'est la seule chose que tu partages quand t'en as pas. Enfin, un truc comme ça. Il y a une phrase assez magique là-dessus. En fait, plus tu vas donner de l'amour, plus tu vas en recevoir. J'imagine un peu le concept comme un cloud, tu vois, un cloud universel d'amour. Alors, je sais que ça fait un peu cucu, mais voilà, imaginons ça qui est au-dessus de nous. Donc, tout ce que tu vas donner à une personne, et parfois on est très déçu, voire on se sent trahi parce que ce que tu as donné à quelqu'un, il te le redonne pas. En fait, il faut pas, probablement pas gérer cet amour de manière uniquement individuelle. Tu vas le donner à travers la personne avec qui tu le donnes, ça va revenir dans ce cloud universel et un jour, quelqu'un va te donner de l'amour gratuitement sans que tu aies compris d'où ça venait. Et voilà, cette espèce de circularité de la vie qui me paraît hyper intéressant. Donc, on n'en a jamais assez, on n'en donne jamais assez. Et en même temps, c'est pas du pas assez en étant insatisfaisant, c'est du pas assez parce qu'en fait, ça nous nourrit. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, cet amour peut être parfois, et on le dit souvent, frustré ou peut-être canalisé par l'ego, qui reprend évidemment le dessus, notre ego. Je reprends l'exemple que tu viens de dire. Donner de l'amour, c'est évidemment en recevoir. Si tu en donnes, mais que tu n'en reçois pas nécessairement. Tu en reçois toujours. Par contre, tu sais pas toujours regarder d'où il vient et tu sais pas toujours regarder l'amour qu'on te donne d'un autre endroit. Admettons, tu es en couple amoureux, etc. Tu donnes à ta femme ou à ton homme, hein, voilà, et tu as l'impression qu'il t'en rend pas. Mais par ailleurs, tu fais un métier comme le mien passionnant où tous les jours, les gens viennent te voir en séance et puis te donnent de l'amour indirectement. Bah, au final, si tu n'es pas trop lié à la relation individuelle, si tu n'es pas enfermé là-dedans, bah, tu vas avoir ton compte. Donc tu vas être moins exigeant, moins en attente. La vraie douleur, la vraie souffrance, c'est l'attente. Et c'est là où est le problème dans l'amour. C'est quand et c'est là où intervient l'ego. La problématique de l'ego dont on parle en permanence. En permanence. En permanence. C'est vrai. Et en disant même que c'est quelque chose qui est néfaste. Mais ne pas avoir d'ego, c'est devenir un mollusque à proprement dit, c'est-à-dire un non-vertébré. Voilà. Donc, on a besoin de cet ego. C'est lui qui nous structure, c'est lui qui nous guide. La problématique, c'est quand c'est l'ego qui dirige ta vie, qui dirige tes émotions, qui dirige toutes tes relations. Ça, c'est un problème. Donc, c'est une histoire de quantité. Quand c'est lui qui prend le pouvoir, c'est une histoire de pouvoir intérieur. Hein. On nous parle souvent des histoires de pouvoir à l'extérieur de notre vie, mais en fait, à l'intérieur, il se passe les mêmes choses. Donc, ton gouvernement, s'il est dirigé par ton mental, par ton ego, eh ben, il va fonctionner comme un dictateur. C'est pas très compliqué. Donc, un dictateur, est-ce qu'il te demande ton avis pour mettre en place une loi ou un truc? Il te demande pas ton avis. Et si t'es pas content, au mieux, il t'enferme, au pire, il te tue. C'est ça, un dictateur. On peut le lui reprocher, mais en même temps, il fait son job de dictateur. Voilà. Par contre, si c'est l'amour, si c'est ton cœur qui est au pouvoir,
Lui, c'est plutôt le baba cool, tu vois, années 70, tranquille, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Lui, il n'a pas envie d'aller au pouvoir par défaut. Mais quand on l'y met, eh bien, il va avoir une gestion un peu plus intelligente, un peu plus collaborative. Et d'ailleurs, à ton avis, qui va être le Premier ministre de cet amour de président? Eh ben, le mental, l'ego. Quand le mental et l'ego est sous les ordres, entre guillemets, de notre cœur, tout se passe bien. Et à chaque fois, sous la Ve République, ça a été le bordel quand le Premier ministre a voulu devenir président. Et L'image est bonne. intéressant, hein? L'image est bonne. Mais alors, ça veut dire que dans ta sagesse de mentorat et de ce qu'on va voir ce que tu préconises et de quelle manière tu accompagnes ceux et celles qui ont besoin de tes services, tu arrives maintenant, et moi c'est ça qui me fascine, à maîtriser c'est mon ego qui parle ou à l'inverse, tu le vois en 2 c'est secondes. l'opposé. Ouais. C'est vrai? Ah oui, c'est immédiat. C'est immédiat. Tu le vois autant quand c'est un excès d'ego que quand c'est une absence d'ego. Ça pose autant de problèmes dans un cas que dans l'autre, hein. Et ça, en fait, à chaque fois, ce qui va nous intéresser dans une démarche d'aide à l'autre, quel que soit le métier par lequel tu prennes le bout, ce qui va nous guider, c'est où sont les souffrances de l'autre. Et tu vois tout de suite si c'est quelqu'un qui est structuré, qui est dans ses blessures, qui est enfermé dans un schéma qui ne lui appartient pas, etc., etc. Et donc, en 2 minutes chrono, tu vois si c'est un problème d'ego ou pas. Et encore une fois, le but, c'est pas de faire de la chasse à l'ego, au contraire. C'est simplement de le laisser à sa juste place. Oui, parce que ça peut être obsédant, ça aussi, hein. Mais oui. Que de se dire, attends, qui est-ce qui parle là? Qui est-ce qui ressent? Et regarde, on est Mon ego ou en pas mon train ego? d'enregistrer une émission. Autant toi que moi, on se met en avant. Est-ce que ça sous-entendrait qu'on serait des hyper narcissiques et qu'on serait donc submergé par notre ego? Non. Et dans le cas présent, autant toi que moi, c'est plutôt l'inverse, en vrai. C'est drôle quand même, non? Donc voilà, on a besoin dans ce travail d'évolution de notre propre personnalité et surtout de notre échange et partage avec les gens qui nous entourent, parce que on n'est pas des êtres individuels, contrairement à ce qu'on dit, on est des êtres sociaux. On n'est pas là pour être tout seul sur une île déserte. On est fait pour échanger, partager, se rencontrer, s'aimer, se détester, ce qui est à peu près pareil, étonnamment. Et donc, cet ego-là, on a besoin qu'il soit cadré derrière un sens, une mission de vie, un but. C'est ça qui va nous motiver. Et après, le reste va s'aligner. Vraiment, cette notion d'alignement, plus tu travailles sur toi, et surtout si tu travailles de manière multifocale, c'est-à-dire pas que sur un domaine de vie, mais sur plusieurs, et plus tu vas sentir au fur et à mesure de ton avancement que, en même temps, les planètes s'alignent, comme on dit, ou que ton fonctionnement s'aligne à qui tu es. Est-ce que c'est ta crise de la quarantaine qui t'a permis de prendre conscience de ça, ou tout du moins de te dire allez, je prends le virage à 180 là, il faut que ça change, ou il faut que je... Et c'est là où on arrive avec Boris Cyrulnik, s'il nous entend. Ouais, magnifique. Qui est venu ici. Qui est venu ici, évidemment, qui nous parle de cette résilience, parce que c'est là le cœur du sujet. Évidemment qu'on a des crises, on en traverse tous. Et puis, c'est pas parce que nous, on est là pour aider les autres qu'on n'en traverse pas. Je dirais que même souvent, elles sont un peu plus violentes. C'est vrai. Parce qu'on croit qu'on peut y échapper. Et cette résilience, elle est intéressante parce qu'elle est sur 2 plans. La résilience basique, celle que tout le monde comprend, c'est on a une épreuve de vie et on en fabrique une force. On la transforme en une force. Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Mais il y a un deuxième effet qui se coule. La résilience, on peut même dire que on est d'autant plus heureux si on est passé par une épreuve de vie. Sous-entendu, quasiment l'épreuve de vie nous façonne notre identité. Presque, on pourrait presque ne pas être heureux si on n'avait pas vécu des malheurs. Alors, je pousse le bouchon un peu loin. C'est pas exactement comme ça que le dit Boris Cyrulnik, parce que j'ai tellement d'admiration pour lui que je voudrais pas suppléer à son travail qui est juste colossal. Et je pense qu'on s'en rendra compte dans quelques années à quel point il a changé notre vision des choses de manière contemporaine. Et donc, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on peut lui donner une autre dimension à cette résilience. C'est-à-dire que, voilà, il t'arrive un malheur, chouette. Chouette, c'est une bonne nouvelle. J'ai des gens qui arrivent chez moi en dépression, et en fait, je leur dis ça, c'est une bonne nouvelle. Alors évidemment, ils ont besoin de digérer un peu. Je viens vous voir parce que je suis en souffrance, que je suis en dépression, et vous me dites que... en fait, c'est un cycle de vie, ça fait partie de notre histoire de vie,
et c'est à vivre comme, quelque part comme une forme de nettoyage. Quand on passe par ces moments-là, on se nettoie de plein de choses. Ça, on peut comprendre que ce soit difficilement audible. En fonction de l'épreuve, en fonction Eh de oui. la dureté de cette vie ou en fonction, évidemment, de la situation. Parfois, dans des situations dramatiques. Il y a des gens, dans des situations dramatiques, font preuve de résilience et on a du mal à imaginer qu'on puisse leur dire: «C'est un cadeau de la vie». Et c'est ce que Boris Cyrulnik n'arrête pas de nous dire. Absolument. Et je pense qu'en termes d'épreuves de vie, Il a eu son lot. ouais, non, on est à Oui, un oui, bon oui. niveau là Oui, quand oui, même. oui, Hein. on est pas mal. Enfin, Oui, c'est vrai, c'est vrai. je suis loin de ça. Mais Mmh. donc ça veut dire que même dans les cas les plus extrêmes, on arrive à le dire. Donc il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser là-dessus. En tous les cas, plus on passe de temps à se complaire dans notre problématique, moins on est heureux, ça c'est évident. Comment tu accueilles cette crise de la quarantaine à 38 ans où effectivement, beaucoup de choses s'effondrent un peu dans ton monde? Tu as cette réflexion, cette sagesse qui consiste à dire: «Oh, quel cadeau!» Écoute, je me souviens d'un truc de fou, j'ai été myope toute ma vie. Mmh. Voilà, je portais des lunettes toute ma vie, parce que je supporte pas les lentilles, bon bref. Et puis là, je décide à 37 ans de me faire opérer de la myopie et de l'astigmatie, tu sais, en laser là. Et puis mon psy de l'époque me dit «Ah Emmanuel, vous allez voir, quand vous allez avoir des nouveaux yeux, vous allez avoir un nouveau regard sur le monde». J'ai dit, La phrase toute faite. le truc un peu La bateau. phrase toute faite. Ah ouais, non, franchement, bon, Ouais. je me suis un peu moqué de lui. Et bah ouais. Tu dis d'ailleurs, hein, j'ai vu j'ai la pris vie cher. totalement différemment. Ah ouais, bah ça Et a tu en parles transformé encore tout. avec émotion là. Ah ben évidemment, 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 parce que c'est toujours tu connais la fameuse métaphore de l'éléphant, c'est des 5 aveugles qui sont autour de l'éléphant. Non, vas-y. Tu as 5 aveugles qui sont autour de l'éléphant et puis on leur demande de décrire l'éléphant. Alors bah, logiquement, ils s'approchent, ils sont aveugles, donc ils touchent une partie de l'éléphant et puis donc après chacun intervient en expliquant ce qu'il a trouvé. Et donc il va te décrire, les aveugles en plus ont cette surcapacité sur Bien la sûr. description à te dire tout ce qu'ils voient, enfin tout ce qu'ils voient avec leurs mains, etc. Donc chacune des 5 explications extrêmement précises est vraie. Pourtant, aucun des 5 ne dit la même chose. Qui a la vérité? Si on additionne les 5, on n'est même pas encore à la vérité, mais on s'en approche. Donc c'est un long chemin. C'est un long chemin. Donc le regard que l'on a sur la vie, ce n'est qu'une petite partie. Donc plus on s'ouvre aux autres, plus on est. C'est quoi l'histoire d'être tolérant, d'écouter les avis de l'autre? Tu vois, un débat politique, il n'y en a pas un qui s'écoute parler, parce qu'ils sont là pour convaincre les autres. Alors qu'en fait, nous, si on veut avancer dans notre vie, essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'on y fait, eh ben, on a intérêt à regarder les choses d'un autre côté, d'un autre angle. Mais sur un plan pratique, lorsque tu es face à ce mur, à ces décisions difficiles et ces épreuves de vie, que fais-tu dans le concret pour mettre en place les choses et avoir la sagesse que tu as aujourd'hui? Bah, je vais prendre un coaching, je fais un emprunt pour prendre un coaching qui m'a bouleversé auprès d'une amie maintenant, Béatrice Cuvelier, qui m'a fait un travail extraordinaire, qui m'a fait un déclic. Parce que ce déclic-là, il a pas de prix en vrai. Et puis depuis lors, je suis encore en train de surfer sur ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et quel était le message? Bah, le message, c'est en fait, j'ai toujours eu cette difficulté à vivre parmi mes congénères parce que je me sentais différent. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, cette différence-là, elle faisait partie de mon identité et que ça pouvait même en être une force. Et donc, j'ai utilisé ça. Après, j'ai compris, les phénomènes de zèbre, HPI, voilà, que j'étais un peu multifocal. J'ai toujours 40 projets en même temps. Enfin, ce qu'on m'avait dit, fais un truc après l'autre. Hein, c'est comme ça qu'on réussit dans la vie, mon fils, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Donc, et en fait, ce truc-là est vrai pour aller 70-80% de la population. Et moi, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que si je fais ça, je l'ai fait, hein, je meurs. Mais au sens littéral du terme, je meurs. Je me meurs. Et donc, j'ai pu accepter, c'est le gros message, c'est que j'ai pu accepter ma spécificité, mon identité et ma complexité. S'il vous plaît, arrêtons de tout simplifier. Donc, on peut pas simplifier à une personne, à une ou deux phrases comme ça. On est toujours plus complexe. Donc, accepter cette complexité. Ouais. Voir cette dualité. Ah ben, permanente. Permanente. Dans le livre, j'ai une interview d'un sinologue assez connu, Cyril Javary, qui est extraordinaire et qui nous dit dans la notion du yin-yang, en fait, c'est toujours les deux faces d'une même pièce. Ce qui est notre dark side, ce que souvent on rejette, on planque sous le tapis. Tu peux le planquer autant que tu veux. Hein. De toute façon, il revient.
malgré toi et souvent au moment le plus inopportun. Donc l'idée, c'est plutôt d'embrasser toutes ces parties-là, toute ta complexité, pour la comprendre et pour l'assumer telle qu'elle est réellement. Le livre Liberté, équité, adelphité. Adelphité. Je suis tombé amoureux de ce mot. Ouais. Explication? Explication. On a une triptyque, comme tu l'as vu sur le livre, elle est barrée tout en haut, c'est pas un signe d'irrespect, hein. C'est juste pour la faire évoluer. Liberté, égalité, fraternité. Je resitue le contexte dans le livre, on voit un petit peu pourquoi ça a été donné tel quel. Mais c'est surtout que la fraternité était puissante à l'époque, mais on n'avait pas tout à fait la même idée de la place de la femme dans notre société, si je puis dire. Un peu. T'as vu, je le dis poli. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est ça, en fait. Donc, fraternité, l'amour entre frères. Donc, au moment des mouvements féministes qui ont été salvateurs pour notre société, même s'ils étaient un peu durs, des années 70-80, on va dire, tu as la sororité qui a apparu comme étant un mot hyper important, qui était un mot, on va dire, équilibre avec fraternité, pour parler aussi de cet amour entre femmes, entre sœurs, qui était fondamental. Mais encore une fois, on est dans un clivage. Et si on s'oppose les uns aux autres, on peut pas avancer. Et je comprends pas qu'on reste collé à cette fraternité. Alors, tu vois dans la définition du dictionnaire, oui, fraternité, que c'est un concept qui est élargi, femmes et hommes confondus. Mais l'étymologie, elle est têtue. C'est vrai. Elle est têtue. Et donc, l'adelphité, c'est la fraternité, la sororité, indépendamment de la notion du genre. C'est-à-dire qu'on transcende la notion de genre. Finalement, c'est secondaire, cette problématique de genre. Et ça va bien au-delà, évidemment, de l'homme ou de la femme, ou de l'hétéro, de l'homo. Il y a beaucoup d'autres catégories, beaucoup de gens qui se sentent même pas tout à fait représentés là-dedans. Donc, en fait, ce mot transcende toutes les sensibilités, toutes les orientations, tous les chemins de vie, en fait. Et il va bien au-delà de la problématique, justement, de genre. Donc, il nous amène à ne plus nous opposer, mais à nous allier. C'est pour ça qu'en dessous, j'ai marqué l'alliance du féminin et du masculin. Ce sont deux énergies qui nous traversent, quoi que l'on soit un individu, que l'on soit un couple, que l'on soit une entreprise, que l'on soit une société au sens large du terme. Et ça, moi, je trouve ça passionnant. Donc, ce mot, en fait, c'est très rigolo parce que je ne connaissais pas ce mot. Et je parlais de ce concept à tout le monde depuis X mois. Il y en a un qui te dit, oui, c'est l'adelphité. Non, même pas, c'est plus vicieux que ça. Mais il y a forcément un mot qui existe pour dire ça. Mais non, je le saurais. Ego, tu vois, ça, c'est de l'ego. Ouais. Non, je le saurais quand même. Et en fait, bim, prends une petite claque, tu vas sur Google, tu tapes tout ton concept, et puis il te sort ça. Magique. Et encore plus magique, le sens étymologique d'adelphité. Ça vient de la racine delphos, du grec delphos. Alors je le dis pas avec le bon accent grec, mais qui signifie utérus. Au sens de la matrice. C'est intéressant. En vrai, on est tous sortis de cette matrice-là. Donc, c'est ce qui nous réunit. Moi, je trouve ça passionnant. C'est extraordinaire. Et effectivement, bon, je sais pas si au Scrabble, ça vaut grand-chose, mais en tout cas, je trouve que l'explication aujourd'hui, mais ça remet en question ce qui est dit liberté, égalité, fraternité. Ça le fait évoluer. Ça le fait considérablement évoluer. Pour moi, c'est pas une opposition. Encore une fois, j'essaie d'être dans l'adelphité jusqu'au bout. Absolument. C'est pas une opposition. C'est-à-dire qu'on comprend le contexte dans lequel c'est apparu liberté, égalité, fraternité. Et moi, ça m'est arrivé à plein de fois de prêter serment sur cette triptyque républicaine. Donc, elle me tient particulièrement à cœur. Mais, comme toute chose, on a besoin de la faire évoluer au regard de notre vie d'aujourd'hui, au regard de notre société qui est en mutation mais tellement profonde. Et c'est ce qui nous permettrait, à mon avis, de passer à un autre niveau. Donc c'est une succession d'entretiens, oui, de personnalités que tu as sélectionnées de quelle manière? C'est des gens qui m'ont inspiré. Ouais. Certains étaient des amis déjà. Certains, je les suivais sur les réseaux. Certains m'ont été conseillés par une autre personne de cette liste. Et donc, ça s'est construit. Et d'ailleurs, à chaque début d'interview, écrite, puisque elle est en format écrite, et puis il y a un lien QR code pour la visionner en intégralité. Ce qu'on perçoit est très différent d'ailleurs d'entre l'un et l'autre. C'est assez rigolo. Je contextualise la manière dont je l'ai connu. Et j'essaye de me livrer un maximum aussi, parce que c'est très intime parfois. Parce qu'il y a des gens qui ont été sur mon chemin
comme on dit, qui m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises. Ouais. Donc, ouais. Alors aujourd'hui, tu accompagnes. Oui. Tu accompagnes. Alors, il y a des gens qui vont se dire, mais cette espèce de sagesse que tu as aujourd'hui, je trouve que tu as tu communiques d'une manière positive, extrêmement joviale. Ça se sent, hein. Alors, je sais pas si tu te dis, bon, on a 1 heure d'émission à faire, donc je vais prendre cette posture-là, ou si tu es Non, véritablement je suis plutôt comme calme, ça. en vrai, là. C'est vrai? Ah oui, d'accord. Je me retiens. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. Non, j'essaie d'être poli, de pas dire trop de bêtises. Ouais. Non, je suis comme ça tout le temps. C'est-à-dire que j'avais une phrase de Coluche qui me reste dans la tête. C'est une histoire de génération, mais je vois pas pourquoi les gens se font la gueule dans la rue, ils se connaissent même pas. Et en fait, c'est ça. Vrai. C'est-à-dire par défaut, quand je me balade à côté de mon bureau, je suis tout le temps à marcher. On me demande des autographes, pas parce que je suis célèbre, parce qu'il se dit un mec qui se balade comme ça la tête haute en train de se sourire, il doit être hyper célèbre, hyper connu. Non, il est heureux. Il est heureux, ce qui veut pas dire que je suis heureux de manière permanente. Parce que je prends des caisses à peu près tous les 6 mois, bien. On vit, enfin c'est la vie normale, quoi. J'ai des défauts, j'ai des épreuves de vie. Mais tant qu'à faire, en essayant de toujours regarder l'angle positif, on induit. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction ou que tu connais bien ici, ou du pouvoir de l'intention. C'est vraiment de se mettre dans cette dynamique-là. Et c'est important, surtout quand tu vas pas bien. C'est vraiment important à ce moment-là. Cette énergie-là, c'est celle qui nous porte vraiment, et qui a le plus d'influence sur nos congénères. Certains iront dire que tu te crées un monde utopiste. Ah oui. Pour rayonner dans cet univers-là et t'y sentir bien. Et ça tu crois pas qu'on en manque un peu d'utopie de nos jours? C'est vrai aussi. En fait, on a besoin de ça. J'ai une utopie, c'est quoi? C'est un rêve. Ok? J'en ai plein des rêves. J'espère que ce sont mes rêves qui me drivent. Ah oui, ça c'est sûr. À tout niveau. Et on a besoin de rêver un peu plus là aujourd'hui. Non, mais moi je pense pas comme ça parce que je suis réaliste. J'appelle ça un pessimiste qui se planque. Tu sais, le réaliste. Stop! La réalité va venir suffisamment rapidement à toi, t'inquiète pas, t'as pas besoin de la nourrir. Nourris plutôt tes utopies. Et en y ajoutant un passage à l'action. C'est-à-dire que il faut pas rester très bien ton canapé, mais il faut pas rester que dans ton canapé. Il faut aller dans la vraie vie. Enfin, il faut confronter tes utopies. Évidemment, quand tu confrontes tes utopies à la réalité, tu te prends des claques de temps en temps. Mais au final, sur l'histoire d'une vie, tu auras plus marqué du côté positif que négatif. Et donc ça a pas de prix. Est-ce que c'est l'heure du bilan, de temps en temps, en tout cas le bilan du milieu de vie, qui te fait prendre conscience de certaines choses ou qui te donne envie de regarder un peu en arrière et de te dire, bon... Moi, milieu de vie, je vois ça plutôt vers 75. Ok, d'accord. Non, c'est vrai. Non, mais c'est marrant parce que quand tu me dis ça, je dis merde, pourquoi il me dit ça? Je suis si vieux que ça. Bah non. Et en fait, 49, non, c'est pas On encore. est au milieu de vie. Non. Bah, non, milieu de vie par rapport à l'espérance de vie d'aujourd'hui. Oui. Oui, mais moi, je sais pas quand je serai plus vieux. Bien sûr. Donc, dans 70, allez, je t'accorde, 70. J'ai pas trop de questions de bilan. J'ai pas encore fait le 100e de ce que je voulais faire, donc non, on n'y est pas. Alors, qui accompagnes-tu aujourd'hui? Parce qu'on parle évidemment, et dans le titre de l'émission, c'est bienveillance et performance ne sont pas opposés. On est dans le milieu de l'entreprise ou au sens large de la vie? Au sens large de la vie, déjà. De toute façon, moi, j'accompagne, j'ai des gens qui viennent me voir en ostéopathie. Je suis toujours ostéopathe, j'ai pas arrêté mes anciennes activités. Ça me passionne et ça me garde les pieds sur terre, tu sais. Comme disait mon grand-père paysan, les pieds dans la glaise, à un moment donné. Ça nous évite de partir dans des sphères et puis de plus jamais revenir dans la réalité. Donc, j'ai des gens qui viennent me voir en ostéopathie pour tout type de problèmes physiques, d'autres personnes qui viennent me voir en psychothérapie, que ce soit individuel, couple, voilà. Et puis, ça, c'est une bonne moitié de mon activité. Et sur le reste, je travaille avec des chefs d'entreprise, des dirigeants, des entrepreneurs qui ont à cœur justement soit de redonner du sens à ce qu'ils sont en train de faire. C'est le fameux truc, tu te retrouves à te raser devant la glace pour les hommes, mais comme j'accompagne au moins autant de femmes, bon, devant la glace, elles y passent aussi un peu de temps comme nous. Et elles se rasent aussi, hein. Oui, alors, tu vois, j'ai posé l'affaire. Non, franchement, non, je me retiens, mais si tu me... Pardon. Elle était facile. Elle était facile. Ouais. Mais à se poser la question, mais pourquoi je vais au boulot? Mais c'est ça, ouais. À quoi ça sert? Et à quoi bon? Et le nombre hallucinant de gens qui vivent comme ça. Et chez les dirigeants, il y a un truc qui est particulier. J'ai grandi au milieu de dirigeants, d'entrepreneurs, donc qui sont pas forcément, contrairement à ce qu'on croit, des milieux privilégiés.
c'est des milieux durs, c'est des milieux où il y a une énorme solitude. Quand tu as ta boîte et que tu es tout seul sur ta boîte, que tu es 100% des parts de ta boîte, tu vois, ça me fait penser à une autre conversation. Les gens se rendent pas compte que, en fait, tu es tout seul à décider. Tu as un poids sur tes épaules. Parce que t'engages, quand tu as du personnel avec toi, des salariés, t'engages leur vie aussi, leur avenir. Quand tu as un compagnon, une compagne, des enfants, t'engages du monde derrière. Et ça, personne ne le reconnaît. Il y a des gens qui te disent « Ouais, mais de toute façon, tu fais ce que tu veux, hein, c'est toi le patron. » On a reçu Éric Larchevêque, qui est un des coachs qui fait partie de l'émission d'M6, qui veut être mon associé. Ah Et oui. il disait, le monde de l'entrepreneuriat est sans doute l'un des mondes les plus difficiles et les plus égoïstes. Les entrepreneurs sont des grands égoïstes. Et quand ça a résonné, parce qu'effectivement, la chaîne reste une chaîne gratuite, mais ça reste une entreprise. Et je me suis dit, waouh, il a raison. On est des grands égoïstes quand même, parce que mener une barque comme celle-là, une entreprise, quelle qu'elle soit, petite, moyenne ou grande, c'est un challenge qui est quand même qui est lourd, parfois de conséquences. Je sais pas si on dirait égoïste. Je dirais, pour faire ça, il faut avoir un ego. Tu peux pas le faire si t'as pas d'ego. Alors, est-ce que t'en as L'ego trop? positif. Oui, positif. L'égoïsme, tu vois, il y a quelque chose qui me gêne. Alors, je vais pas contredire ce que disait cet homme-là, que j'aime beaucoup en plus, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut croire que tu vas pouvoir changer quelque chose. Sinon, tu fais pas une entreprise. Il faut croire que toi, tu vas pouvoir y arriver, peut-être là où d'autres n'y sont pas arrivés, parce que tu as une idée différente, parce que tu as une vision différente, parce que tu as une façon de faire différente. Est-ce que c'est ton leitmotiv pour l'accompagnement des personnes? Entre autres, c'est-à-dire que tu peux pas... quand tu fais un alignement tête-corps-cœur à l'échelle individuelle, et que tu veux le transposer à l'échelle de l'entreprise, parce que ça marche aussi, tu ne peux pas le faire s'il n'y a pas un minimum d'ego en face de toi. Donc, tu vas confronter les dirigeants ou même les salariés, parfois les managers. Tu vas les confronter avec ce qu'ils veulent vraiment faire. Et le à quoi bon, quand que t'es dans ta glace et que tu te dis mais pourquoi je me lève le matin, pourquoi je me lève, il est 6 heures du matin, tout le monde dort à la maison, pourquoi est-ce que je fais ça? Eh ben parce que t'as quelque chose au fond de ton cœur, dans tes tripes, qui t'incite à le faire. Et mon boulot, c'est d'aller connecter le dirigeant à cette énergie-là, qui est singulière, et de faire en sorte que ce soit cohérent avec sa vie personnelle. La fameuse work-life balance. Ça, c'est pas simple. Parce que sinon, les gens qui font, tu regarderas, il y en a plein de gens qui ont des carrières, et ils sont très, très différents dans leur vie personnelle. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça m'interpelle, ça, souvent. C'est vrai. Moi, je ne sais pas comment on peut faire pour être différent dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Et il y a un autre volet aussi qui consiste à dire qu'on peut faire des choses dans sa vie professionnelle et se planter complètement dans sa vie personnelle. Et inversement. Et inversement. C'est heureux en amour, heureux en affaires, malheureux en amour. Ouais, bon, c'est pas un balancier aussi systématique, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, c'est cette histoire d'opposition. Pourquoi on oppose systématiquement ces deux mondes? C'est ça, Alors qu'il y ait une forme d'hermétisme sur que tout le monde te voit pas en petite culotte ou à la plage nudiste parce que tu as décidé. Ok, tu peux faire des trucs un peu soft de ton coin, mais il faut qu'il y ait une forme de cohérence globale. Ce mot de cohérence, il est pas simple. Hein. Quand tu le confrontes à ta propre vie, toi, moi, eh ben en fait c'est un travail de tous les instants. Parce que des trucs incohérents, on en fait plein. Moi, par exemple, je suis super positif, mais il faut pas me voir en voiture. Hein. J'ai envie de les descendre et de les insulter. Voilà, voilà. Donc je sais que, ok, bon, il faut que j'aille voir mon psy encore. Bon, on fait suer. C'est comme ça. Donc on travaille en permanence sur notre cohérence de vie. Et donc, y compris dans notre vie professionnelle et personnelle. Est-ce que la delphité, c'est pas ça, la cohérence de vie? Je crois. En tous les cas, c'est ce qui transcende tous les clivages. Pour moi, c'est vraiment cet esprit-là. On a besoin... tu t'imagines, là, demain, tu es en plein divorce. Tu crois que ton émission, tu l'as fait de la même manière? Ça aura au minimum une incidence forte. Ça veut pas dire que tu pourras pas la faire. Mais tu seras pas le même que quand tu viens de... T'as un enfant qui vient de naître, tu fais l'émission le soir même ou le lendemain. Elle a pas la même couleur, cette émission. Évidemment qu'il n'y a pas de frontière entre tes émotions dans la vie personnelle et tes émotions dans la vie professionnelle. Alors ça, là, j'ai mis une petite réserve là-dessus, et il y a des exemples, je pense notamment, il y a des artistes qui ont vécu des drames, et quelques jours ou quelques heures plus tard, ils se retrouvent sur scène,
à devoir effectivement faire leur one-woman show ou one-man show. Et pourtant, ils ne sont pas impactés, enfin, ils sont impactés, mais professionnellement, ils restent tels qu'ils sont et personne ne le remarque. Mais non. Voilà, je peux te donner des exemples. Non, ils ne sont pas ils sont pas comme d'habitude. Ils vont parfois dans ces cas-là, pour certains, se servir comme support de leur travail pour dépasser leurs problématiques personnelles. Mais il y a une implication permanente entre les deux. C'est ça que je veux te dire. Tu peux arriver à faire la blague et que personne ne le remarque. Intérieurement, c'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Donc ça a un impact. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça n'est pas visible. Ça n'est pas visible. Ouais, bien sûr, on peut jouer le jeu. Bien sûr. Mais et puis au même titre que quand si moi je suis démoralisé, ça peut m'arriver, des mauvaises nouvelles, machin. Bon ben j'ai quelqu'un qui vient me voir, que ce soit en thérapie ou même en coaching, en mentoring. Il a pas à subir mes problématiques. Évidemment. Donc j'essaye et on revient sur la notion d'amour. Hein. Si tu es connecté à cet amour, bah tu vas lui donner le maximum, le meilleur de ce que tu es. J'ai un souvenir d'une fois où j'avais été en dépression, mais je dormais quasiment pas de la nuit, donc entre chaque passion, j'essayais de dormir un quart d'heure, je m'allongeais sur la table, enfin, j'étais vraiment au bout de ma vie, comme on dit. Au moment où la personne rentrait, comme le mec sur scène, je me mettais complètement dans l'amour de l'autre. Ouais. Et à ce moment-là, ça transcendait tout ça, et ça me faisait du bien au final. Donc ça me servait aussi dans ma vie perso. C'est là où le pro peut avoir une incidence positive sur ta vie personnelle. Revenons, Emmanuel, sur ton optimisme. Ton optimisme face à la vie, face à cette société, face à cette dureté aussi, hein, avec ce côté très anxiogène d'une société qui est compliquée. Je crois qu'aujourd'hui, quand on allume la télé ou qu'on regarde quel que soit le programme, il y a soit de la violence, même dans du divertissement, soit de la violence dans l'information, soit de la violence dans la rue, bon. Comment, face à ça, toi, l'homme au bas-cante, et à ce sourire et cet optimisme permanent, tu vis? Alors, je vais te dire, déjà, le premier truc, c'est qu'il faut vraiment, je pense, et je dis il faut, alors moi, je le dirais pas souvent, mais là, je dis il faut, je l'ai testé à titre personnel, systématiquement supprimer les chaînes d'infos continues. C'est une catastrophe nucléaire. Ce que tu as fait. Ah ouais, j'ai coupé tout ça. Même si on reste en permanence rivé sur nos téléphones avec de l'information qui nous vient de toute façon. Parce que, par exemple, je suis sur je suis abonné à un petit truc qui est vachement sympa, qui t'arrive par email, qui s'appelle Time to Sign Off, qui est vachement bien, qui te décortique un peu tous les jours les informations. Et en fait, comme c'est par écrit, déjà t'es moins dans l'émotionnel, donc tu peux un peu mieux piloter ça. Et puis tu vas prendre ce que tu as envie de prendre ou pas, etc. Ça te déconnecte pas complètement du monde, parce que le but du jeu est pas d'être sur une île déserte, encore une fois, et qu'il est important quand même de comprendre les grands courants de notre société. Mais en même temps, on est parce qu'il y en a un qui a fait une petite phrase, que machin, c'est un drame, parce que ceci. Voilà, on va se détendre. Tout ça n'est pas vital à ta propre vie. Par contre, comme ça a une incidence, tu vois, t'avais les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires, les mensuels. C'est intéressant parce que tu vas pas chercher l'information de la même manière. Et puis, être curieux de l'information, c'est pas forcément attendre que l'information arrive à toi. Moi, je propose plutôt à mes clients, à mes patients, d'aller, eux, chercher l'information. Quand tu te mets dans cette démarche active, tu vas aller sur des sites, tu vas aller lire des livres, et t'es pas du tout à recevoir cette information de la même manière. Donc, même quelque chose de violent que tu vas chercher pour comprendre, tu le vis pas du tout de la même manière. Et puis, de toute façon, c'est les deux faces d'une même pièce, tu n'auras pas que des bonnes nouvelles. Par contre, comme statistiquement, les informations véhiculent plus des mauvaises nouvelles, comme disait l'autre, les trains à l'heure n'intéressent personne, c'est à toi, c'est à toi d'aller chercher tout ce positif, ce bonheur autour de toi. Donc, de te créer, c'est ce qu'on fait beaucoup dans l'accompagnement, organiser ton entourage pour que ça devienne une dream team. En PNL, et en PNL, ils parlent beaucoup de pensée ressources. Et là, moi, je parle de relations ressources. C'est-à-dire que tu peux avoir dans ton entourage, dans ta famille, des gens que tu aimes profondément, mais qui sont pas ressources. C'est-à-dire que tu les vois, tu sens qu'ils te pompent ton énergie. Ça veut pas dire qu'il faut les éliminer, parce que tu peux pas les éliminer. Ils font partie de ta famille ou de ton entourage proche. Bon, mais c'est simplement les voir pas trop souvent et contrebalancer avec un certain nombre de personnes qui, eux, vont te recharger tes batteries à chaque fois que tu les vois. Mais dans tes personnes, dans ta Dream Team, ça peut être la boulangère d'à côté, qui à chaque fois que tu vas acheter ton pain, te fait un énorme sourire, est gentil comme tout avec toi. Et vos enfants, ça va, machin. Ça fait du bien. Donc, aller en conscience chercher tous ces éléments-là pour contrebalancer tout le négatif que tu peux avoir. Voilà, on considère qu'il faudrait quasiment avoir
7 fois plus de bonheur que de malheur pour être à peu près heureux. Ouais, le travail, hein. Full-time job. C'est ça. Full-time job. C'est ça. Donc, si t'es pas dans cette conscience-là, alors certains te disent, ouais, mais c'est comment ça, j'ai entendu, la dictature du bonheur. Il nous impose d'être heureux. Mais je comprends même pas le concept. On a tous envie d'être heureux. Alors, on a tous des manières différentes de pouvoir l'être. Et on ne peut pas l'imposer à l'autre. Ça, c'est vrai. Mais on devrait tous avoir cette recherche-là. Si on a cette recherche-là, donc on revient à l'amour, parce que c'est de l'amour envers soi et envers les autres, le bonheur. C'est ça, l'histoire du bonheur. C'est le temps qu'on accorde. En fait, le bonheur est égal et inversement proportionné au temps qu'on accorde à nos malheurs. Voilà. Donc, si tu nourris en permanence tes problèmes, bah, bizarrement, tu as plus de mal à voir ce qui va bien dans ta vie. Donc, c'est une histoire peut-être tu connais Transurfing. C'est de la mécanique quantique, c'est une approche quantique de la vie, de la société, Vadim Zeland. Et donc, c'est des histoires de balancier systématique dans la vie. Donc, tu sens que tu as un problème, tu as une difficulté dans la vie, ça veut dire que tu dois aller charger du côté positif pour essayer de le contrebalancer. Ouais. C'est jamais équilibré parce que c'est toujours en mouvement. Mais cette recherche d'équilibre te fait aller vers un mieux-être. Dans ceux qui s'installent ici souvent et qu'on écoute avec attention, beaucoup nous disent que sur les nouvelles générations en particulier, ils ont espoir parce que cette nouvelle génération prend conscience de beaucoup de choses et prend conscience de ce dont tu parles, hein, liberté, équité, adafité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai un peu de mal avec les systématismes. C'est comme les cases, bon moi ça m'effraie. J'ai vu beaucoup de gens qui ont 20 ans de plus que moi et qui sont d'une modernité incroyable, et beaucoup de jeunes qui sont soi-disant plus éveillés et puis qui sont hyper rigides dans leur façon de fonctionner ou qui sont hyper violents dans leurs revendications. On le voit dans les courants de politique d'aujourd'hui en France. C'est très violent, c'est très dur. Donc je suis pas sûr qu'ils aient mieux compris. Par contre, ils ont d'autres outils qu'on n'avait pas, nous, à notre époque. Ils ont d'autres informations, ils ont d'autres choses. Donc c'est génial. C'était génial avant et c'est génial demain. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Par contre, je les trouve pas plus en avance. Mais c'est formidable. Mais tu es résolument optimiste. Oui, mais comment on peut voir les choses autrement? Ah oui, on pourrait essayer de regarder que ce qui se passe de mal et se dire, normalement, si tout se passe bien, d'ici 300-400 ans, voilà, la Terre devrait exploser et ça va s'arrêter. Alors, quand bien même ce serait vrai, je sais. D'abord, ce sera plus de ma génération et je vais essayer de... Moi, j'ai fait plein d'enfants, tu sais, je me suis dit... tout le monde me dit, moi, je veux... T'as 4 enfants, je crois. Ouais, j'en ai 4. Officiellement, comme dirait l'autre. Oh. Non, je plaisante. Non, parce que j'ai ma belle-fille aussi, donc voilà. Mais tout le monde me disait, moi, je veux pas faire d'enfants parce que je leur laisse un monde qui n'est pas bien pour eux. C'est égoïste que de faire des enfants. D'ailleurs, on voit que le taux de natalité baisse considérablement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions comme ça et qui ont peur de cet avenir. Plus des questions, c'est les peurs. Des peurs, j'allais te dire. Absolument. C'est les peurs qui drivent ça. Ouais. Et ben moi, en fait, j'ai pris exactement le raisonnement inverse. J'ai dit, moi, si ce monde peut changer, c'est le colibri, mais sauf que le colibri, ça suffira pas. Moi, je voudrais plutôt un pélican. Tu vois, qui amène une bonne flaque d'eau à chaque fois. Et donc, si on peut faire changer les choses, il faut qu'on soit nombreux. Et il faut qu'on soit nombreux dans cette dynamique-là. J'ai des enfants qui sont extrêmement positifs aussi, qui sont dynamiques. Ma fille aînée est très engagée. Ma deuxième fille prend le même chemin. Dans des trucs qui sont pas forcément, dans des voies qui sont pas forcément comme les miennes, mais tant mieux. Par contre, voilà, ce sont des gens qui vont amener leur pierre à l'édifice. Est-ce que c'est une question d'éducation? Sans doute aussi. L'optimisme, ça fait partie de l'éducation. Si tu dis à tes enfants toute leur vie, toute leur enfance que fais attention dehors, c'est catastrophique, méfie-toi des gens, voilà, ça va forcément les préconditionner à ne pas faire confiance à l'autre. C'est pas tant le problème de confiance, on revient sur ma valeur phare, l'amour. Eh bien, ce sont des gens qui vont pas être dans l'amour, qui vont pas être libres. Liberté, amour. Il y a ma troisième valeur fondamentale dans mon triptyque de valeurs, dans mon totem de valeurs, c'est la justesse. Être au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes et œuvrer à ça systématiquement. Tant que tu sens pas que c'est aligné, bah, tu continues à travailler. Sans relâche. Et puis parfois ça s'aligne, waouh, c'est une jouissance, c'est génial. Et puis dans la minute qui suit, ça se désaligne à nouveau. Bon, bah, on recommence. C'est ça me fait penser à cette histoire, peut-être tu connais ce terme d'homéostasie. Oui. Voilà. L'homéostasie, c'est un terme médical qui signifie la recherche d'équilibre dans le corps. Donc, par exemple, acido-basique,
par exemple entre le milieu intérieur d'une cellule et le milieu extérieur de la cellule, etc. Il y a ce mouvement-là, qui est un mouvement, qui est une loi vraiment puissante à l'intérieur de notre corps, mais dans la vie en général, mais dans notre corps. Et en fait, on se dit, oui, mais c'est une histoire d'équilibre. Non. C'est pas de l'équilibre. L'équilibre, c'est statique. Et dans notre corps, c'est jamais statique. Donc, c'est la recherche d'équilibre. C'est pas dans le chemin, c'est pas le moment où tu te trouves qui est important, parce que souvent ça n'arrive jamais. C'est le chemin que tu utilises, que tu parcours qui va être important. Donc, cette homéostasie permanente, énergétique, eh bien, elle te met en mouvement. Donc, en fait, c'est facile d'être optimiste, il suffit d'être en mouvement. Le Emmanuel d'avant 38 ans et le Emmanuel d'aujourd'hui, s'ils se rencontraient? Enlève tes rigidités. Ah oui. Et en même temps, si j'avais pas eu ces rigidités, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc, bon. Tout est juste et parfait. Tout le temps. Ça aussi, c'est une phrase tellement difficile. Oui. Là, dans le tout juste et parfait, je le résume souvent avec l'histoire du tant mieux. T'arrive un truc dur dans la vie, tant mieux. Et tu dis tant mieux jusqu'à ce que ça te parle intérieurement. Tant mieux. Alors, tu viens de te faire larguer ou tu viens de te faire virer de ton travail. Tant mieux. Tu sais pas pourquoi, mais tant mieux. Il y a un cadeau caché. Et tant que tu l'as pas trouvé, tu continues à travailler. Je lis d'ici les commentaires des gens qui disent « Comment pouvez-vous dire ça face à la maladie? Comment pouvez-vous dire ça face au deuil? Comment pouvez-vous dire ça face à la perte d'un enfant ?» Comme tout le monde, j'en ai eu des maladies, et des maladies graves parfois, qui m'ont mis par terre. Comme presque tout le monde, j'ai eu des échecs, des deuils, des choses comme ça. Et qu'à chaque fois, on n'a pas 36 solutions. Soit on décide de continuer cette vie, soit on décide de ne pas la continuer. Quand on décide de ne pas la continuer, on peut soit se suicider, soit se laisser mourir petit feu comme ça. C'est-à-dire que les drogues, les addictions sont autour de ça. Et c'est un choix pas simple à assumer. Et certains diront c'est peut-être pas un choix. C'est vrai, c'est peut-être difficile. Et si tu choisis la vie, aussi difficile soit ce chemin, tu vas trouver sur ton chemin à un moment donné des gens qui peuvent t'aider. Il y en a qui ont plus de chances que d'autres. C'est vrai que la vie est pas juste. Ça, il faut qu'on arrive à le comprendre. La vie est pas juste, elle nous... Mais tu dis, mais tout est juste. Mais en fait, qu'elle ne soit pas juste, c'est juste. C'est ce qu'on a, on pourrait appeler ça le karma, on pourrait appeler ça notre chemin de vie. Et ces épreuves-là, on te dit quelque part que dans les livres anciens, que on ne te met pas d'épreuves sur ton chemin que tu ne sois pas capable de surmonter. Quand on a une énorme épreuve, tu te dis putain la vache, ça va pas être facile là. Ça va pas être possible. Quand t'as des gens qui ont, imagine ce qui peut arriver sur un de tes enfants ou un truc. Enfin moi c'est ce truc qui me ferait vriller. Et pourtant la voie de notre salut, encore une fois pour notre accomplissement, notre bonheur, elle va passer par le choix à un moment donné de la vie. Et non, c'est pas facile. Ça, je te vais pas te raconter d'histoire quand quelqu'un va dire ouais, mais Yaka, Faucon, dans le développement personnel au sens large du terme, c'est ça. Tu as des recettes de vie dans tous les sens. Si vous venez avec moi et que vous payez très cher, vous allez être guéri. Alors guéri surtout de débarrasser de votre argent, mais c'est pas si simple. Ouais, donc vrai, les fausses promesses, je m'en méfie beaucoup. Peut-être que c'est moins marketingement intéressant sur mon site, sur mon Insta, mais je peux pas marquer de recette. On essaye de s'aligner et c'est un travail perpétuel, donc je vous promets pas de repos. Tu as des petits rituels? Ah oui. Qu'est-ce que ce que je peux dire? Qui sont politiquement corrects. Politiquement corrects. Non, la méditation, ça c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vie. Ouais. Ah oui. Alors pas tous les jours. Je l'ai fait j'ai fait le Miracle Morning, peut-être t'as entendu parler de ce truc. Bien sûr. Qu'est-ce que ça m'a transformé? Quand je vois des gens qui sont vraiment dans les grosses panades, ça c'est l'arme nucléaire, tu sais, c'est le truc j'ai fait ça pendant 9 ou 10 mois. Quelle heure t'as mis le réveil? Eh ben, je le mettais, tu me crois pas, je faisais pas 1 heure comme il disait, je faisais 1h45 parce que je me délectais. Tu m'enlevais 1 minute de mon matin, je pouvais tuer quelqu'un. Ah oui. Et là, je me levais presque 2 heures avant. Wow. Pendant 10 mois. 9 ou 10 mois. C'est un vrai accouchement. Je sais ce que ça a produit, hein, parce qu'on n'était pas loin de cette période-là.
Et oui, ça m'a été très Donc, profitable. à quelle heure t'as mis le réveil? Oh bah, c'était, en fait, on croit que c'est une heure fixe. C'est 2 heures avant ton heure normale. Ok. Donc, je me levais à 7h30, 8h, donc je me mettais à 5h30, C'est 6h. ça, c'est Voilà. ça, 5h30. Ouais. Mais c'est pas un problème en vrai. Une fois que tu te rentres là-dedans, il y a une espèce d'hygiène de vie. Ouais, tout le monde le dit. Moi, Ouais. j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais tout le monde répond ça. C'est dur. Et tu vois, étonnamment, toutes ces années, et je le promeus hein, autant que je le peux, j'ai pas réussi à m'y remettre à ce point parce que c'est une grosse machinerie. Tu peux pas faire semblant. Et donc, une fois que le réveil sonne, t'enchaînes avec quoi? Donc, quand tu fais le Miracle Morning, Ouais. alors, t'as 6, normalement, 6 passages de 10 minutes, Ok. parce qu'il dure 1 heure normalement. Donc, tu as de la méditation, de De l'écriture, l'écriture, de la lecture. de la lecture, des affirmations positives, du sport et de la visualisation. Ok. Voilà. Et en fait, quand tu regardes le mec, Hal Elrod, qui a écrit ça, il est vachement intéressant. Il a fait une compilation de tout ce qui marchait dans les gens qui avaient réussi dans la vie. Alors, c'est un truc américain, donc c'est-à-dire ceux qui sont millionnaires, bon voilà, Bien sûr, minimum, bien sûr. parce que c'est leur étalonnage. Ouais. Mais c'est intéressant, et surtout ceux qui n'avaient pas de fortune initialement. C'est-à-dire que c'est vraiment ceux qu'on construit de tout zéro. Et donc, chacun avait des rituels du matin. Et chacun différent. Donc, il a compilé, il a dit, bon, bah, comme je sais pas lequel va le mieux marcher, faites les 6. Et c'est vrai que c'est puissant. Hein. C'est Mais fou, donc, je suis tombé sur ce livre dont tu parles ce week-end, pas plus tard que ce Ah oui. week-end, encore ce week-end et tout, et je me dis tiens, pourquoi je retombe sur ce livre-là? Et je me dis alors que c'est un truc c'est une institution, enfin je veux dire ce bouquin est devenu est mondialement connu, Mais hein, Miracle Morning. parce qu'il bouge les choses. Ouais. Ça qui est intéressant, il va bouger les choses en toi. Évidemment, il faut de l'ego, il faut de la volonté au départ pour t'y mettre. Mais c'est assez passionnant. Donc voilà, le matin, pas systématiquement, mais j'essaye vraiment de faire des méditations. J'essaie de courir au moins 2 fois par semaine, si je peux 3. Pas longtemps, parce que voilà, à mon âge, c'est plus dur. Mais donc voilà, c'est des rituels de cet ordre-là. En fait, c'est de me mettre en énergie le plus tôt possible. Et pourtant, c'est dur, hein, parce que le matin, je suis un peu l'ours au départ. Et puis, il faut que je par cran, tu vois, ça. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est pour ça que je suis très content que tu sois là, parce que c'est très communicatif et il y a beaucoup d'enseignements au travers de ce que tu préconises, de ta vision de la vie. Que je trouve très agréable, et ça fait du bien, encore une fois, quand on dit que sur cette chaîne, on a des gens comme ça inspirants et qui sont là pour nous apporter ce petit supplément d'âme qui va peut-être déclencher des choses, parce que c'est ça en fait, hein, chez toi, ce que tu cherches en permanence. Hein. C'est ça, transformer. Transformer. Participer à la transformation de ces sociétés. Ouais. Et tu vois, souvent, voilà, tu vois, je t'ai parlé beaucoup de l'individu, mais en fait, je transpose exactement tout ce que je viens de te dire sur l'entreprise. Comme si l'entreprise, c'était un être humain. C'est ça. Donc, l'alignement tête-corps-cœur, bon, bah, la tête, c'est la gouvernance de l'entreprise, c'est ma passion, c'est là-dessus que je suis le plus compétent. Sur le corps de l'entreprise, alors c'est quoi? C'est les salariés, c'est le lieu, c'est ce que tu fabriques quand tu fabriques quelque chose, les produits que tu fabriques, c'est tout cet élément-là concret, tangible. Et puis, le cœur de l'entreprise, ce qu'on a oublié, que dans la loi Pacte, pour une fois que la loi est en avance sur notre compréhension sociétale, s'appelle dans la loi Pacte la raison d'être de l'entreprise. C'est-à-dire que le simple fait de faire du profit n'est pas la raison d'être de l'entreprise. Il y a une raison d'être. Quand tu construis cette entreprise-là, il y a un pourquoi. Le fameux why de Sinek. Et ça, c'est important de le relier. Et quand tu alignes ces trois-là dans l'entreprise, c'est magique. On n'a pas besoin que ce soit cucu les petits oiseaux, tout ça, machin, etc. On a juste besoin que tout le monde aille dans la même direction. Mais pour ça, il faut déjà comprendre où est la direction, quelle est-elle, qui sont les personnes en présence, quelles sont leurs propres missions de vie à chacun, et puis que tout ça s'aligne avec des ajustements permanents. Donc, c'est une dynamique permanente. Et ça, c'est passionnant. Et donc, quand tu aides à cela, tu as un levier formidable d'évolution de la société en général. L'entreprise, tu as tout de suite, même une entreprise qui fait 10 salariés, bah, ça représente 60 personnes, entre les fournisseurs, la famille, le machin. Tu peux impacter beaucoup de monde. Et ça, cette notion d'impact, elle est fondamentale. Et pour toi? Ah, pour moi, en tous les cas, oui. Pour toi, dans ton... Puisqu'il faut qu'on fasse basculer vers quelque chose de mieux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est pour ça que je me lève tous les jours. Mais et tu te dis parfois, à quoi bon?
Hem, ce qui arrive parfois, c'est une forme de lassitude quand, parce qu'on n'a pas que des réussites, parce que sur le milieu du développement personnel, sur les réseaux sociaux, tu vois que les réussites. Ils sont d'un seul coup, du jour au lendemain, milliardaires, C'est ça. et cetera. Bon, l'argent est un vrai souci, c'est pas linéaire. Mmh. Quand tu te prends un petit contrôle URSSAF, ça te détend bien. Mmh. Tu vois? Même si tu as tout prévu, machin, bah non, en fait, non. Ouais. Et donc comme c'est pas linéaire, tu as aussi des déceptions. Tu as des déceptions sur les gens que tu accompagnes Mmh. ou qui te quittent forcément, puisque quand tu accompagnes quelqu'un, il faut que tu acceptes l'idée que c'est pas toi au cœur du sujet, c'est bien l'autre. Et donc quand quelqu'un, tu l'as accompagné pendant X années et tu as l'impression que c'est quelqu'un presque de ta famille, alors on me dit en psy, normalement, il faut pas s'investir émotionnellement. C'est vrai. Ah ben, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Moi, si je crois pas en la personne, si je l'aime pas, j'arrive pas à l'aider. Donc je m'implique très fortement dans mes séances de thérapie, dans mes mentoring, c'est encore plus fort puisque le cadre est très différent. Tu étais plus longtemps avec les gens et puis en ostéo aussi. On est en train de parler, dans chaque partie de ce qu'il y a de plus intime dans l'autre. Et donc parfois, tu as des déceptions comme ça, mais à chaque fois, ça nous fait grandir, je trouve. La vie est belle. Bah, je crois. Je crois que la vie est belle. Lisez cet ouvrage, évidemment, d'Emmanuel Franz Mercadal, et j'invite vraiment à tous ceux qui ont ce besoin presque viscéral de recherche, d'éthique, de ce côté optimiste, souriant, persévérant. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore pour te qualifier? Quel est l'adjectif qui te ressemble le plus? Optimiste, persévérant, joyeux? Oui, je crois que c'est la joie, La la joie, puissance de la la foi. joie. La joie, la foi en la joie. La foi en la joie. Ouais, ça, c'est fort et surtout de dépasser ces problématiques de genre. Moi, j'aime l'idée qu'on puisse accompagner autant des hommes que des femmes, c'est vraiment fondamental. Et recréer ce lien, l'alliance du féminin et du masculin. Ouais. Hein, c'est comme ça que tu le dis. On trouve ça sur ton site? Sur mon site, sur, Amazon, c'est Sur Amazon, en direct, directement. sans problème. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Emmanuel. Quel bonheur t'avoir rencontré. Merci. Et je me dis qu'il y aura une suite à cette rencontre. Je le souhaite. Je le pense. Et je le souhaite également. Comme d'habitude, vous commentez, comme d'habitude, vous partagez, comme d'habitude, vous nous dites évidemment avec bienveillance ce que vous pensez de ce programme. Et je sais que ça le sera commenté. En tout cas, merci. Bon retour. Merci Marc. Merci et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Salut.